beaucoup d'huile d'olive, je crois que j'en ai testé une quarantaine. Et j'ai choisi une huile d'olive qui plutôt ce qu'on appelle les fruités verts, c'est-à-dire où on a le goût de l'herbe coupée, fraîchement coupée, une bonne acidité, peut-être un peu, pas beaucoup d'amertume. Donc parmi toutes celles que j'ai goûtées, il y en avait beaucoup qui étaient bonnes, mais celle qui correspondait pour moi à cette recette, c'est celle-ci, donc Amerula, donc François Andréani, voilà, oléiculteur à Castellar di Casinca. Voilà. On aurait pu utiliser une autre huile, bien sûr, vous n'avez peut-être pas forcément retrouvé cette huile, mais en tout cas celle-ci convient bien justement pour le côté fruité vert, pour la verdeur de son parfum. Et pourquoi le cédrat? Parce que je trouvais que justement dans le prolongement de cette verdeur, la petite note d'agrumes du cédrat fonctionnait bien. Alors pour le cédrat, on a choisi un cédrat corse, de la confiserie Saint-Sylvestre à Sauvera, M. Marcel Santini, qui est un de nos fournisseurs depuis de longues années, depuis je crois 14 ans je crois. Et ça fait un moment qu'on travaille sur le cédrat et sur le goût du cédrat, et je crois que ça doit faire 3 ans à peu près, 3 ou 4 ans. Et enfin on a réussi à avoir le goût que je recherchais dans le cédrat, ce côté agrume, mais en même temps une certaine amertume et de la douceur. On va vous faire goûter. On va vous le faire passer. Il faudrait la clé de la voiture de location, on ne peut pas partir à l'aéroport. Dans la poche. Non. Donc je vais commencer à faire. On va commencer par le biscuit. On va faire en simultané le biscuit et la ganache. Donc pour le biscuit, j'ai les blancs d'œufs que je vais faire monter, un sirop de sucre que je vais cuire à 119 degrés, que je verserai ensuite sur mes blancs montés. Ici j'ai mon mélange sucre glace et poudre d'amande, dans lequel je vais incorporer aussi du blanc d'œuf liquide. Alors dans votre recette, j'ai pas la recette nickel. Ah oui. Du blanc d'œuf liquéfié. Blanc d'œuf liquéfié, c'est quoi? Alors blanc d'œuf liquéfié, c'est un blanc d'œuf qu'on a séparé du jaune et qu'on a laissé vieillir à température ambiante pendant 4-5 jours, ce qui fait que le blanc d'œuf va mieux monter. Et alors vous allez me dire, ça peut être dangereux, ça peut développer des bactéries. Et non, parce qu'après, de toute façon, ça passe au four. C'est cuit avec le sucre et ça passe au four pendant 10 minutes. Donc, on n'a aucun risque de ce côté-là. Là, je vais ajouter un petit peu de colorant vert. Donc, c'est colorant vert, c'est chlorophylle, colorant naturel. En fait, aujourd'hui, on utilise plus que des colorants naturels. Alors, dans les colorants naturels, il y en a qui donnent du goût parce qu'elles sont faites avec des épinards. Mais celui-ci ne donne pas de goût. Et alors, vous allez voir, quand on va faire le mélange, ça va vous paraître peut-être un peu foncé, mais la particularité des colorants naturels, c'est que à la cuisson, ils se déforment. La couleur se déforme un peu, et une fois cuit, on aura cette jolie couleur qu'on voit ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, vous levez la main. Des questions alors sur le macaron, des questions sur autre chose, oui. Sur votre recette, sur la recette qui est incluse, il est noté 1 de colorant, 1 poids de colorant. 1 gramme. Alors, le poids de colorant, c'est toujours très aléatoire, ça dépend du colorant que vous allez trouver, que vous allez acheter. Donc, ça sera à vous de mettre au point le dosage. Alors, juste en quelques mots, je voulais présenter la maison Pierre-Hermé Paris aujourd'hui. Donc, cette maison a été fondée en 1996 par Charles Natier et moi-même. C'est un ami qui était là. La question revenait, est-ce qu'il y aura une boutique en Corse? Alors, en Corse, on peut acheter des macarons Pierre-Hermé uniquement d'une seule façon, c'est par le site internet. Et donc c'est livré en 48 heures, je l'ai testé moi-même, je me suis fait livrer en Corse,
Ça marche. Nickel, à vous. Donc, on va réaliser la ganache. Donc j'avais le chocolat blanc, je l'ai passé un petit peu au micro, parce que comme j'ai une petite quantité, et j'ai pas suffisamment de crème pour me faire tout fondre de façon homogène. Et donc je vais verser ma crème en 3 fois, toujours en mélangeant du milieu vers l'extérieur. Vous avez remarqué donc ce que vient de dire Michael, c'est du milieu vers l'extérieur, c'est un peu comme une mayonnaise. Et en fait, en partant du milieu vers l'extérieur, on va créer une émulsion. On va avoir quelque chose de lisse. Ça veut dire, une émulsion, ça veut dire qu'on fixe du liquide sur le gras du chocolat blanc et du beurre de cacao. Alors, acheter du chocolat blanc, nous on utilise un chocolat blanc qui est du chocolat Valrhona. Ça se trouve facilement, on peut l'acheter facilement par internet. Sinon, ça va être difficile. Ça veut dire que le dosage, si vous prenez par exemple le Nestlé dessert blanc, il faudra certainement mettre un peu plus de chocolat en quantité. Et le goût, bien sûr, ne sera pas le même, mais ça va modifier aussi les proportions. Il faudra rajouter 10-15% de chocolat en plus. Voilà. Donc, le morceau va bientôt être à température. Les blancs, on ne voit pas. On peut pas je vais juste arrêter le batteur pour montrer. Voilà. Chose importante aussi en pâtisserie, avoir le matériel qu'il faut. Le thermomètre, balance. C'est un point important. Souvent on dit, ah non mais ouais, il faut acheter un thermomètre, il faut acheter une balance. C'est comme si on disait pour cuire un steak, il faut une poêle. C'est pareil. C'est-à-dire que pour faire de la pâtisserie, il faut une balance et il faut un thermomètre, ce qu'on appelle les thermomètres à sucre, qui montent à 180-200 degrés. Donc là, je verse bien le sucre le long de la paroi. Pas aller vers le milieu du bol, sinon on va avoir tout le sucre qui va aller sur le foie et qui va être projeté sur l'extérieur. On a fait le long de la paroi sans que ça touche la paroi. La mauvaise expérience hier, on avait la sécurité sur le batteur. Donc aujourd'hui, on va enlever la sécurité. Alors Pierre précisait aussi hier que éloigner les enfants lorsque vous faites ce genre de manipulation, notamment sur le sucre, Pierre. Oui, parce que c'est du sucre qui est cuit à 118 degrés, donc c'est très chaud. Ouais. C'est vrai qu'il faut être prudent, il faut prendre le soin de regarder ce qu'il y a autour de soi. Là, on va laisser refroidir, c'est environ 50 degrés. Peut-être là, je ne peux pas laisser la main dessus parce qu'il est trop chaud. Et le repère, c'est quand on arrive à garder la main sur la cuve, c'est à peu près la bonne température. Alors, pour revenir tout à l'heure, j'en revenais à la maison Pierre. Je vais la mettre mélanger en 2 ou 3 fois dans mon mélange sucre glace, poudre d'amande et blanc d'œuf. Et donc, c'est-à-dire le macaron avec une garniture, donc 2 coques de biscuits avec une garniture. Ça a été inventé en Suisse, dans une maison qui existe toujours, qui s'appelle Sprüngli, à Zurich, par un pâtissier luxembourgeois qui a eu l'idée de mettre de la crème entre 2 biscuits macarons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans cette maison, ça s'appelle pas macaron, ça s'appelle Luxemburgerli, qui en Suisse veut dire luxembourgeois. Donc, c'est assez récent finalement comme produit. Contrairement aux légendes qu'on peut lire dans certains livres sur les macarons, le macaron a été inventé tel qu'il est en Suisse. Voilà. Donc, ensuite, on a parlé tout à l'heure de macaron salé. Alors, Crime de lèche-mazesté. Non, mais vous avez remarqué une étape importante à vous faire voir qui est ce que certains appellent le macaronnage, et nous on dit qu'il faut faire retomber la préparation. Donc bien mélanger du milieu vers l'extérieur, bien remonter le long de la cuve. Et... pour la liquéfier un petit peu. Parce que si on ne fait pas ça, on n'obtient pas des macarons, on obtient des meringues. Et on obtient entre le biscuit et la coque, on a un gros trou. Et c'est uniquement le fait de rabattre la masse
qui permet justement d'avoir un joli biscuit bien uniforme où il n'y a pas de poche d'air. C'est cette étape qui est importante. Dans le macaron, c'est pas compliqué, mais il y a plein d'étapes importantes qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, il y a l'étape la plus difficile pour moi. J'ai remarqué en voyant faire les autres. Alors pour moi, c'est facile pour Mickaël, mais c'est de les dresser. Ça veut dire de les dresser régulièrement avec la poche, parce qu'il y a une façon de tenir la poche. Déjà, j'ai remarqué que Mickaël a replié la poche pour la garnir. Il a un peu bourré le fond. Fermer le fond pour que ça ne puisse pas couler. Et puis après, c'est la manière de le tenir dans la main. Mickaël va vous le faire voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien fermé en chassant toute l'air qu'il y a dans la poche. On tourne Voilà. bien. Voilà. Faites voir comment Là. dans la main. Il faut bien tourner ici. Voilà, ici, j'ai bien tourné pour fermer. En fait, moi, je suis droitier, donc la main gauche va me servir à guider. Et avec la main droite, je vais presser et en même temps guider un peu ma poche. Et souvent, les gens prennent ça à pleine main. C'est vrai que quand on n'est pas professionnel, quand on n'est pas habitué, c'est la grosse difficulté du macaron, à la fois pour dresser le biscuit et pour dresser la ganache ou la crème après. Pardon? Eh oui. Mais surtout, il ne faut pas trop la remplir. Vous voyez, je ne suis pas allé jusqu'en haut pour la remplir, pour dire j'en aurai plus. Et plus on en met dans la poche, plus c'est compliqué à tenir. Et ça ressort par en haut. Une question. Saladier. J'ai acheté le papier cuisson. Nous, on utilise un papier pour les professionnels, mais vous pouvez le faire sur le papier cuisson chez vous, il n'y a pas de problème. D'autres questions? Non, je regarde. Donc, alors, dernièrement, j'ai été beaucoup inspiré par les produits corses. On se demande pourquoi. Alors, il y a une raison, c'est que Pierre, c'est 2 pieds en Alsace. Après, suivant la texture de la masse, on tape plus ou moins. Et après, on les laisse croûter à température ambiante à peu près une demi-heure. 2 étapes. Là, on voit que ça colle. On va laisser croûter un peu à température ambiante. Si vous avez peur que votre papier, si vous avez un four qui est un peu fort, vous mettez, voilà, Mickaël va vous faire voir. Voilà, vous foutez un tout petit peu. Un peu de colle. Voilà. C'est la bonne colle. Alors, Les jardins de Valérie. le macaron, donc, il va en Corse, bien sûr. Et j'aime beaucoup le parfum de foin un peu mielé, presque un peu de fève tonka, d'odeur de fève tonka. Et là aussi, le cédrat confit pousse le goût et magnifie le goût de l'immortel. Donc ça, c'est pour l'année prochaine, ça sortira l'année prochaine. J'ai également travaillé sur un macaron à la Nébida. Et c'est extraordinaire le parfum. Quand je l'ai fait goûter à ma compagne, donc Valérie, elle m'a dit j'ai l'impression d'avoir 15 ans et d'être dans un champ de Nébida, tellement c'est juste comme odeur et comme saveur. Une question. Sous quelle forme vous l'incorporez? La Nébida sous forme de feuilles séchées et l'immortel sous forme d'essence naturelle. Huile essentielle. Oui. Et on va essayer de le faire avec d'une infusion, une décoction de fleurs. La népita est broyée, très finement, Coupée. coupée seulement. Oui. Avant de mettre l'huile d'olive, ça va refroidir un petit peu trop. Donc c'est une recette exclusive, donc c'est un service qui est particulier, qui demande plusieurs spécialement pour ça. Ensuite, lors d'un voyage à Hong Kong, je leur ai amené les premiers échantillons. Il se trouve que dans ce que je leur ai proposé, ils ont choisi quelque chose qui leur plaisait bien. Et donc on leur a refait un essai parce qu'il y avait une question de couleur et tout ça, qu'on leur a envoyé à Hong Kong et qu'ils ont goûté. Et puis finalement, on a aussi personnalisé le packaging, l'emballage dans lequel les invités recevaient ces macarons pour les mettre aux couleurs des mariés. Et eux, maintenant, donc, durant toute leur vie, ils auront leur recette chez Pierre Hermé, ils pourront la faire réaliser quand ils veulent. Quand on parle d'évolution du macaron, Pierre, à l'occasion... Donc refroidir un peu à température ambiante et ensuite au réfrigérateur.
C'est pour ça que ce matin, j'en ai fait une pour avoir des macarons prêts à garnir. C'est pareil, des coques aussi. Celles-ci, on va les cuire, mais il faut que le temps de cuisson, il faut que ça refroidisse. Donc, le macaron et l'alcool font un ménage ou pas? Alors, il peut m'arriver, mais pas souvent, de me servir d'un alcool pour assaisonner une crème. Des macarons avec de l'alcool, j'en ai fait peu. Où l'alcool est l'ingrédient principal, j'en ai fait très peu. Il y en a un qui s'appelle le macaron au PX. Le macaron PX, le PX est un vin espagnol. C'est l'abréviation du nom du cépage qui s'appelle Pedro Jiménez. C'est un vin très concentré, c'est un vin sucré, très concentré, très caractère un peu oxydatif. Et c'est la première fois que je réalisais un macaron avec du vin. Moi, j'aime trop le vin pour le mélanger avec le sucré, que ce soit à la fois en dégustation ou dans les desserts. À quelques exceptions près, mais donc ce macaron au PX, c'est juste du vin, un peu de crème, du chocolat blanc, et puis par ailleurs on fait macérer des raisins avec ce vin, des raisins blonds, et on met dans chaque macaron, on met 3 petits raisins, et ça a un très bon goût de vin, mais du vin du PX en question. Et sinon, on a fait également des vins avec des macarons, pardon, avec des alcools, mais dont on a fait réduire, dont on a brûlé tout l'alcool. C'est-à-dire qu'avec une bouteille de whisky, qui fait 75 centilitres, on en fait 250 grammes. Donc on laisse évaporer tout l'alcool pour ne garder que le concentré du goût du whisky. Et là, après, on mélange avec de la crème, du chocolat ou du chocolat blanc, du chocolat noir. Donc là, j'ai garni les coques avec la ganache. Donc on garnit généreusement. Question. Oui, 2 questions, il y a madame. Est-ce que vous avez un livre en préparation? Il y a un livre qui sort le 2 mai, qui s'appelle Pierre Hermé et moi. C'est un livre de Soledad Bravi. Soledad qui fait les dessins en elle. Ça vous dira peut-être quelque chose. Voilà, donc c'est un livre de recettes illustré par Soledad. Et puis il y a un livre qui est en préparation pour le mois d'octobre, qui est un livre macaron, la suite du premier livre macaron. Voilà. Monsieur avait une question aussi. Oui, finalement, le parfum est dans la ganache. Oui, c'est très intéressant ce que vous voulez dire, parce que, alors, dans les garnitures, il peut y avoir de la crème au beurre, il peut y avoir des compotes de fruits, des confitures de fruits, il peut y avoir des ganaches, au chocolat blanc, chocolat lait, chocolat noir. Et moi j'utilise beaucoup le chocolat blanc pour mettre en valeur les arômes de fruits. Par exemple, on a un macaron à la pêche, pêche, abricot, safran. Donc dans ce macaron, il y a uniquement purée de pêche, safran et chocolat blanc. Et le chocolat blanc est un merveilleux support d'arômes. Ça veut dire qu'on fixe sur le chocolat blanc tous les arômes de l'ingrédient qu'on apporte. Et vous allez voir tout à l'heure, on ne sent pas du tout le chocolat blanc, mais on sent bien l'huile d'olive. La question était, est-ce qu'on peut, au lieu de mettre par exemple de l'amande, mettre de la pistache broyée à la place de l'amande, pour mettre un goût dans la coque? Alors, on peut mettre jusqu'à un certain pourcentage, ça peut varier suivant le fruit, de la pistache, de l'amande, mais je vous assure que peut-être la noisette aura, ou la noix de coco aura de l'influence, la pistache très peu, et puis on peut mettre aussi du sésame, ou on peut mettre des épices dans la coque si on veut, mais moi je préfère concentrer le travail sur le goût dans la ganache. Sauf pour le macaron de coco, dans lequel on remplace une partie de la poudre d'amande par de la noix de coco. En fait, en utilisant de la pistache, on éviterait le colorant. Non, parce que ça ne prendra pas une couleur de pistache. D'accord. Ouais.